Enregistrement. Maintenant, je lance le live dans 3, 2, 1. Oh my God. Et je lance le thème. Hop, l'entendez-vous? Pas fort. Non. Hop, attendez. Excusez la gang, là, on est live, là, c'est sûr que ça... Oh, écoute. Écoute. Ils vont le bon prix qu'ils payent. Non, c'est ça que ça marche pas. Veux-tu le chanter, le thème, ou pire? Je pourrais faire ça, attends une minute. Là. C'est sûr que dans 6 minutes, il part pas. C'est comme si ma... J'ai jamais été aussi gêné de toute ma vie. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Salut la gang, décidez. Sur Zoom, on n'est plus capable, on est écœurés, pas de bon son, ça sera pas bon. On est très content de vous voir. J'espère qu'on garde le moral. Écoute, j'ai une très belle équipe avec moi, 3 gars blancs hétéros. Je suis très content. Maxime Gervais est là, comment il va? Complètement 6. 6? Ben 6 genres, là, blanc. Ah oui, excusez-moi. Complètement 6. Oui, bien sûr. Ben, je pensais au chiffre 6, puis je fous. On est quatre. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais. Ça va bien, Julien. Je suis là, je sais pas si tu vas en parler là ou plus tard, là, mais je suis lendemain de brosse. Je vais l'avouer. On peut en parler là, en fait. C'est que Maxime, on s'est vu il y a quelques heures à peine sur Zoom. L'échappé un peu. Là. On avait une discussion entre amis avec mes amis Jake Dion, Israël Sorel-Denis, Guillaume Dupuis, tous des gens qui sont venus à l'émission un moment ou un autre. Et Maxime s'est joint à nous, mais seulement 30 secondes. Tu faisais un party gay? Ouais, OK. C'est que ma blonde a beaucoup d'amis gays. Puis eux autres, le vendredi, ou en tout cas à peu près une fois par semaine, ils se font comme un party sur Zoom. Fait que la manière que ça marche, c'est qu'il y a un DJ. Puis après ça, on est peut-être comme une vingtaine ou ça peut être jusqu'à 40, là, j'imagine. Puis la caméra, elle switch d'un écran à l'autre. Fait que, tu sais, des fois, c'est toi qui es en vedette puis tu danses. Puis honnêtement, c'est crissement cool. Mais là, c'est ça, c'est un party gay. Fait que, tu sais, il y a souvent des camisoles en filet, là. Puis il y a déjà eu un gars avec l'espèce de cagoule de chien en cuir, là. Mais c'est vraiment cool. Je me suis comme laissé prendre au jeu. Fait qu'à la fin, j'étais en bobette avec ma petite casquette de cuir. Puis je dansais, puis j'étais sous, puis tout allait bien. J'ai vraiment eu du fun, mais ça a fini tard, puis j'étais un peu trop chaud. Oui, ben c'est quand même 10 ans qu'on se côtoie, puis je te vois jamais sous. Ben, pas c'est vrai que je t'ai pas vu souvent sur la brosse, Max. Oui, rarement, puis là, je te voyais les yeux croches. Là, ben, il embarque dans la conversation de 30 secondes, puis il se filme en train de chier en buvant une Corona. La petite casquette de cuir. Wow. Rendu là, c'était plus rien, là. Okay. Donc, je suis content que tu sois quand même là ce matin, parce que c'est toi qui as le code du Zoom. Bon. C'est ça. Je pourrais vous donner les codes d'accès, mais ça m'enlèverait tout le pouvoir, un peu comme Raiden. Oui, comme Raiden. Et Mathieu est avec nous. Oui, moi, ça va bien. Là, depuis la dernière fois où je suis venu, il y a 2 semaines, je passe ma vie dans des hôpitaux parce que Chania a une petite complication médicale dont elle pourra vous parler peut-être éventuellement. C'est pas ma place de raconter tout ça. Mais vous... Ça a rapport avec le trou de pète, là. Ouais, ben forcément, si je peux pas en parler, ça va avoir un peu rapport avec ça. Elle a un problème au trou de pète.
Et là, il faut revenir, va falloir retourner à l'hôpital probablement bientôt là, parce qu'il y a un nouveau problème dans cet endroit dont je ne peux pas parler. Mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais ce sera une autre future chronique musicale très intéressante. Faut faire On attention, entend, Mathieu, faut faire attention, Mathieu, à ces endroits-là. Ben, je sais, mais on essaie de faire attention tant bien que mal. Hein? Avec un peu d'huile d'olive. Puis on a avec nous Charles Deschamps. Comment il va? Pas pire, toi. Je pense que ça devrait être joke d'Adis, j'adore ça. Ah, Oh. ben, Habitue-toi on- parce que. bienvenue à Décideret. Écoute, on est très content de te voir. J'avais le goût d'inviter des gens que je n'avais jamais invités et que j'aime bien. Fait que j'ai demandé à Julien Corriveau. Il ne pouvait pas. Je t'ai demandé à toi après. Ben, on s'aime bien, Julien. On se voit pas tant souvent, mais moi, je t'aime beaucoup. Non, moi aussi, je t'aime beaucoup. C'est vrai qu'on ne se voit jamais, puis on se parle pas, puis on s'écrit pas. Puis quand on s'est vu au lancement de ton livre, justement, on était comme, pourquoi on s'écrit jamais, puis qu'on se parle pas, puis on était supposé aller au cinéma ensemble. Ouais, puis finalement, il n'y a plus de cinéma. Puis on l'a pas fait. On l'a pas. Y a-t-il d'autres activités que vous aimeriez faire ensemble, mais que vous n'avez jamais faites? Ben, je voudrais qu'ils se mettent au BMX, mais je sais pas si. Ah, ça, ouais, non, c'est sûr, je vais me tuer, c'est sûr. Pourquoi Ça c'est va prendre la chose que je veux voir le plus au monde? Ça va prendre 2 minutes, puis je vais être mort. C'est sûr. Ce serait comme l'affrontement entre ton manque de skills puis ta technique de régénération incroyable. Ouais, Il y aurait comme de savoir qui est le plus élevé. Puis Charles, T'étais là. t'as vanté ma barbe. Tu la trouves belle, ma barbe? Je l'aime beaucoup, ta barbe. Ouais, t'aimes ça, ce look-là? Ouais. Moi, mets-toi donc de profil, voir. Non, ça te fait bien. Ah ouais? On dirait que ça t'allonge le visage. T'as l'air plus en santé. À cause, ça, Non! à cause, ça cache mon visage. C'est pour ça que j'ai l'air plus en santé. Ah, non, je trouve que ça t'amincit. Moi, je trouve ça. Non, ça te fait bien. Peut-être. Ben, j'ai perdu un petit peu de peau aussi. Je sais pas, on fait rien. Fait que, Dans ce temps-là, ça marche pas de même. En tout cas, c'est pas grave. Mais bon. Ben, on mange moins de resto. On mange moins de resto, on mange pas de resto. Puis Rachel m'a fait une omelette. Fait que non, je mange quand même bien récemment. Fait que ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Puis on boit du vin à la place de boire de la bière. Fait que... Mais bon. Fait que voilà, on va commencer avec une petite nouvelle brève d'abord. Puis pour une fois, j'ai une vraie nouvelle brève, écoutez. Alors, connaissez-vous l'auteur Alexandre Michaud, là, en même temps, je lis mes notes, fait que je vous regarde pas, là. Alexandre Michaud, qui a lancé le 16 mars dernier son premier roman, Francis, pour lequel il a reçu le prix Robert Clich. Ça, c'est le prix pour le meilleur premier roman de quelqu'un. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant dans une petite ville glauque avec sa mère dépressive et son père chômeur. Donc, c'est une œuvre québécoise. Et hier, ma tante Judith, à ne pas confondre avec notre collègue Judith, m'a envoyé une page de livre qui disait « Tous explosent de rire. Je reste planté devant les gradins ne sachant pas trop comment réagir. J'ai toujours ignoré les codes sociaux des jeunes de mon âge. Julien Bernatchez se glisse lentement derrière moi puis il dit « Assis-toi et ouvre-toi une bière. » Alors, je suis comme... Dans son livre, il y a un personnage, Julien Bernatchez. Puis il dit d'ouvrir une bière. Il dit d'ouvrir une bière. Puis il se glisse derrière lui. Il se glisse derrière lui. Donc là, je me disais, ben là, c'est peut-être un hasard. Ça se peut. C'est pas impossible, mais... Fait que j'ai écrit à l'auteur. Il m'a répondu ce matin. Alors, on va savoir. Écoute, t'es-tu devenu un détective, toi? Ben, on a beaucoup de temps libre, hein? On a vraiment du temps. Un petit chapeau. T'es comme rendu les intrépides. Tu vas te partir une radio pirate puis aider le monde. Julien combat le crime à vélo sur son beau BMX. Ben, c'est juste quand ça me concerne. C'est juste quand il y a mon... Mais là, révèle le punch. Ouais, ben toi. oui, excuse-moi, je t'écoute. Ah non, pas de problème. Alors, il m'a réécrit ce matin. « Bonjour, Julien. Merci de me lire. » Mais c'était pas moi qui l'avais lu en réalité, mais bon. Mais là, j'ai plus le choix. Effectivement, c'est un hasard. Quand j'ai donné des noms à mes personnages... Ah non, mais attendez un peu. Quand j'ai donné des noms à mes personnages, j'ai cherché des noms de famille répandus dans la région de la vallée de Matapédia et ça a l'air qu'il y a beaucoup de Bernatchez dans ce coin. Je ne connaissais pas ton personnage public à ce moment. On était en 2015 quand j'ai commencé l'écriture de ce roman. Mais par la suite, j'ai vu tes 2 semaines d'un souper presque parfait où tu étais là et j'ai bien ri, surtout durant le souper avec la thématique de fête d'enfants. J'ai décidé de ne pas changer le nom du personnage de mon roman qui porte ton nom parce qu'il était plutôt rigolo et qu'il doit avoir bien quelques Julien Bernatchez au Québec. Voilà, je suis content que mon livre ait atterri chez toi. J'espère que tu participeras à une autre semaine de souper presque parfait, spécial post-COVID-19, quelque chose du genre. Alors voilà, c'était au départ un hasard. Mais finalement, il m'a découvert au courant de l'écriture du livre, il a gardé le nom du personnage parce qu'il était rigolo et alcoolique. Tu penses-tu que tu peux aller te chercher un cachet UDA avec ça? t'es dans un œuvre, t'es C'est littéraire. point 1 point, point 0. Point un point.
Mais Alors voilà, je le rappelle, donc, Francis de Alexandre Michaud qui a gagné le prix Robert Clich. Et selon les gens qui l'ont lu, c'est très bon. Alors, ce qui est malade, Fun c'est- fact, il y a un gars qui a gagné 2 fois ce prix-là. c'est possible ça? Il y avait un pseudonyme? Ouais, il a écrit dans le fond, il aimait plus comment que les critiques géraient ses œuvres. Fait qu'il a écrit une deuxième œuvre sur un pseudonyme en disant que c'était son premier roman, puis il a gagné 2 fois le prix. J'ai oublié le nom de c'était- l'auteur. Stephen King. Oui, parce que Stephen King a fait ça aussi. Ouais, ben, pas pour les mêmes raisons, mais c'était Richard Bachman. Ben voilà, alors vous l'aurez appris ici. Mais c'est quand même cool, Julien, parce que, tu sais, admettons, l'univers littéraire du Québec, ben là, t'es rendu que t'existes dans ces milliers de personnages-là et de lieux, ben t'es là-dedans, là, tu sais. Dans le Québec-verse. Ouais, Mm. ouais. Il te manquerait C'est juste de faire un long métrage, dans le fond. As-tu joué dans un long métrage? Non. Oui, mais c'est comme un long métrage indépendant. Là, fait. OK. Ouais, il te manquerait juste ça, tu sais, parce que là, t'as une BD, t'es dans un roman, t'as fait un peu de TV, ces podcasts à pu finir. Et bientôt, faudrait que tu trouves un petit rôle au théâtre, puis... Les gens disent souvent que je suis dur à cerner, puis on comprend pas qu'est-ce que je fais exactement. Puis on comprend pas si je suis humoriste ou non, ou qu'est-ce que je Ou suis cuisinier, ou... politicien. Fait que, c'est ça. Mais voilà, vous avez la réponse. Je suis un personnage de roman. Alors, on va continuer avec l'invité. On a-tu le thème invité, mon beau Maxime? Oh, shit, j'aurais dû préparer ça avant. Oh, écoute, sinon, c'est pas grave. Parce que là, à chaque fois, il faut que je repartage le son de mon ordi. Bon, je l'ai ici, là. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Fais ta niaiser! Charles, écoute-moi. Écoute-moi, Charles. Charles, écoute-moi. Je t'écoute. J'ai des questions pour toi. Vas-y, Julien. J'ai rédigé des questions ce matin pour toi. On dirait Daniel Boucher qui fait une entrevue. Vraiment? Un podcast de Daniel Boucher. Ouais, Ah ouais. mon Charles, raconte-moi ta vie. Je sais pas pourquoi, Julien, mais tu me fais penser à un mix entre Yoda et le gros Antonio. Ouais. je sais, c'est absurde un peu, là. Encore plus mignon que Baby Yoda. Alors, Ouais. Charles, comment vas-tu? Très bien, toi-même. Très bien, ça va très bien. Oui, je suis bonne humeur. Écoute, le confinement, est-ce que tu vis le confinement seul? Chaque ma blonde, Ouais. elle travaille pour l'Ordre des infirmières auxiliaires. Fait qu'elle travaille pour de vrai. Elle est en télétravail, puis moi, j'essaie de ne pas être dans ses jambes. Là. C'est ça mon travail à moi. Ben oui, la mienne aussi travaille pour de vrai. Elle a travaillé dans une résidence pour personnes handicapées mentales. Puis hier, elle s'occupait d'une personne qui avait des symptômes de COVID. Fait que c'était évidemment excessivement laborieux, tout ça. Fait que tu te dis, est-ce qu'on l'a facile, nous autres? Là? Ça n'a pas rapport. Il faut qu'elle y porte à manger, qu'elle essuie les faufounes. Mais c'est comme ça. Écoute, alors j'ai des super questions aussi, évidemment. Penses-tu que tous les numéros de stand-up vont parler des pandémies l'année prochaine? Ah, il faut pas. C'est qu'il faut pas, mais il va y avoir 3 mois de malaise où tu vas avoir 2 types de personnes. Ceux qui vont faire des hosties de numéros de pandémie qu'on sera plus capable d'entendre, puis ceux qui vont pas avoir écrit de nouveaux stocks, qui vont parler d'anecdotes de camping qu'on les croiront pas, puis d'anecdotes de cinéma qu'on les croiront pas. Fait que, je sais pas dans quelle gang je vais être, mais il faut un mix des deux. Là. Je sais pas. Ouais. On est dans une loupe parce que là, tu sais, on veut pas parler. On va faire des jokes sur le fait qu'il faut pas faire de jokes sur la pandémie, mais en même temps, on n'a rien vécu d'autre. On vit rien. Fait qu'on n'a rien à raconter. Mais tu sais, tu peux parler de... Tu sais, mettons, moi, je vois un psy par Zoom en ce moment. Là. Ah. Fait que tu sais, c'est un sujet pandémique, mais qui n'est pas nécessairement pandémie. Là. Fait que tu sais, ça peut faire un numéro, ça peut faire quelque chose, mais tu sais, si tu fais juste parler des 2 mètres de distance, puis tu sais, le nombre de numéros qui va commencer par... La semaine passée, j'étais à l'épicerie parce que c'était la seule calice de sortie de la semaine. Ça va être triste, là. Bah, moi, je veux l'entendre, ce numéro-là. Tu vas l'entendre en masse. Je vais l'entendre. Mais Les soirées honnêtement, d'open mic, ça va être sick. peu importe la qualité de l'humour quand ça va recommencer, on va juste être heureux d'être devant une bière, devant du monde qui jase, puis ça peut être les pires numéros de l'histoire, on va être content d'entendre des mauvaises blagues. Là. Eh bien, pensez-vous que ça va ramener le 4e mur, le personnage, un univers qui n'est pas nécessairement en lien avec
avec la société actuelle, quelque chose d'un peu plus champ gauche, parce que au théâtre, c'est ça que ça avait fait après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que le théâtre de l'absurde est né, c'est là qu'Ionesco est né, qui a mené finalement au Denis de Relais chez nous, mais c'est après des espèces d'événements traumatisants puis contraignants que l'art se réoriente souvent vers quelque chose d'un peu plus extérieur à nous. Max n'a pas l'air sûr, mais pensez-vous? Moi, Matt, là, les personnages, là, c'est mort et enterré. Il n'y a plus personne qui veut rien savoir de ça. Ça ne reviendra jamais. Ça pourrait être un phénomène qui mène à ça. Ben, je pense que tu n'as pas tort sur le fait qu'en ce moment, tous les humoristes se recyclent un peu sur le web. Fait que je pense que l'utilisation de la technologie sur scène va peut-être prendre un peu plus de place. Tu sais, comme là, le stand-up, c'est juste en relation avec le public. Est-ce que c'est un 4e mur? Est-ce que des bandes sonores vont arriver un peu plus? J'ai l'impression que ça va faire évoluer l'humour parce que là, en ce moment, moi, j'apprends en Photoshop. Je m'amuse à essayer de trouver une manière de faire de l'humour d'une autre manière parce que la relation humoriste-public, elle n'existe plus. Fait que je pense que oui, ça va avoir un impact sur la scène, mais peut-être pas. Je pense pas que ça va être un retour en arrière, ça va être un pas vers l'avant. Ben, c'est ça. Moi, ben là, les gens commencent à le savoir, mais t'es fan de lutte aussi. Je suis fan de lutte un peu. La lutte, en ce moment, elle continue à rouler, mais doit se réinventer parce que comme le stand-up, la lutte, c'est un art qui est super vivant et super en relation. J'ai pas vu de match. C'était complètement autre chose. Les premières semaines, ça a été comme dur parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'adaptation, justement. Les lutteurs continuaient à se caler les spots dans le ring, mais il n'y a pas de foule pour enterrer le fait qu'ils sont en train de se caler les moves. Fait que là, il a fallu qu'ils revoient ça. Il a fallu qu'ils revoient un peu les matchs. Puis tu parlais de bandes sonores, mettons. Ben là, ils ont commencé dans les dernières semaines souvent à rajouter des trames sonores par-dessus les matchs qui crée une autre ambiance. Fait que, comme tu dis, je n'ai pas l'impression que au début, les gens ont été pris de court. Puis je pense que ça a fait un peu reculer la qualité du produit. Mais là, depuis une couple de semaines, depuis même peut-être un mois et demi, ben là, les fédérations ont commencé à catcher. OK, non, on peut s'en servir comme la contrainte est stimulante là, pour aller vers d'autres choses. Il y a beaucoup de créativité qui va sortir de toute cette affaire-là, ça c'est sûr. Exact. On n'aura pas le choix. Ça risque d'être Hier, je faisais humour GHB, tu sais, comme une soirée d'humour trash, mais on le faisait en live. Puis je proposais que, tu sais, là, ils savent plus quoi faire avec les gens qui meurent du COVID. Fait que, tu sais, ils prennent des trucks réfrigérés. J'étais comme qui collait ça au Centre Bell, ça va faire un public pour les games des Canadiens. Parce que c'est réfrigéré, tu sais, c'est... Parfait. Ça, c'est juste un public de cadavres. C'est un public de cadavres. Tu leur installes des petits walkie-talkies pour pouvoir comme mettre du son à distance, là, quelque chose. L'image est dégueulasse. Ça, c'est des personnes âgées mortes. Non, tu es copropriétaire du Bordel Comedy Club avec les de Mike Ward, Martin Petit, François Bellefeuille et Laurent Paquin. Alors, comment vont les finances? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un bar présentement? Est-ce que tu es dans l'état de panique? Est-ce que le gouvernement a fait assez pour vous? En fait, le Bordel est dans une drôle de position chanceuse parce qu'on est en partenariat avec un bar, on est à l'intérieur d'un bar, qui est le Pub Quartier Latin. C'est plus qu'un partenariat, là, c'est une famille, le Pub Quartier Latin. Fait que nous autres, on va essayer, on paye pas de loyer en ce moment. Fait qu'on perd pas d'argent, on fait pas d'argent. Payez pas de loyer. Non, dans le fond, le bar fait de l'argent sur la boisson, nous autres, on fait de l'argent sur la billetterie. Là. Le deal, il est plus compliqué que ça, mais ça ressemble à ça. Okay. Mais c'est sûr qu'on va aider Luc, qui est le propriétaire du Pub Quartier Latin, parce que c'est de la famille, c'est un ami, puis on veut que la business survive. Puis là, en ce moment, ça ne coûte rien, mais on est dépendant de Luc. Si Luc ne survit pas à ça, on ne survit pas non plus parce qu'on est à l'intérieur de sa business. Mais en ce moment, c'est... je pense que là, un mois, ça disait qu'un restaurant-bar sur 10 allait fermer. Puis ça, c'est là un mois. Fait que là, je pense que ça va être aux alentours de 40-50% des business qui ne t'offront pas. Ben, vous avez quand même peut-être un petit peu l'avantage d'avoir les propriétaires, les actionnaires, c'est du monde qui sont quand même à l'aise. Ils ont quand même, pour la majorité, I guess, un coussin. Quand tu dis la majorité, c'est tout le monde sauf moi, c'est ça? Là? Ben, c'est peut-être pas la situation. Laurent Paquin est bien dans la merde. Ouais, pauvre lui. Je pense que vous avez un bon groupe de gens qui ont des bons moyens. Surtout, le gros avantage du Bordel, c'est que, contrairement, mettons, un petit bar qui avait un hype dessus quand il a fermé, il n'y aura peut-être plus de hype dessus quand il va rouvrir. Tandis que nous autres, le Bordel, je pense que ça va bien aller à la réouverture. Ouais. Le monde va avoir envie de voir des shows. Puis ça, nous autres, on est quand même safe là-dedans. Ah, bon chat.
Oui. Hey, j'ai une question, Charles, par rapport au bordel, vu qu'on est là-dedans. Ouais. Tu sais, je pense que en ouvrant le bordel, vous avez comme installé l'espèce de modèle du Comedy Club à Montréal, puis même au Québec. Là, j'ai ce feeling-là, en tout cas. Ça a marché. Après ça, peut-être qu'avec sous-écoute, ça l'a amené comme tu sais, le podcast, puis peut-être la construction du studio que vous avez à cette heure. Avez-vous d'autres plans ou là, vous avez l'impression que la machine est. Ah, ben oui, mais j'ai pas le droit d'en parler, Ah bon. là. Mais, ben, regarde, Charles! un bordel 2, c'était vraiment dans les plans, là. Ah ouais, Ah ok. ouais. Ouais. On en jasera après le live, là, si vous À voulez, Valleyfield? mais... À Valleyfield, Carlis, il l'a deviné, c'était où? Mais sur un bordel 2, c'était quelque chose qui s'en venait un peu. On travaillait fort là-dessus. Mais Wow. tu sais, je Il va pense y avoir que... une société à reconstruire, là. Fait que, Ouais. il va y avoir de la Mais place. ce que j'aimais beaucoup de la gang du bordel, c'est que, tu sais, comme tous les propriétaires sont dans des boîtes de gérance différentes, dans des boîtes de prod différentes, fait que, tu sais, on n'a pas essayé non plus de pogner une place dans le corpo, de commencer à produire des spectacles, de commencer à produire des... C'est, hey, nous autres, on aime le stand-up. Le stand-up, c'est le fun dans un comedy club. Voici ce qu'on fait. On joue pas dans les dalles des autres. Là. Il y a pas on avait parti à une école de l'humour au bordel. Non, il y en a déjà une. T'as Frank Grenier qui offre une alternative. Le monde, on fait dans quelque chose qu'on est bon, puis le reste, on le laisse tranquille. Oui, vraiment. Puis ce que je trouve cool aussi du bordel, c'est qu'il n'y a pas eu, pas qu'il y aurait eu du snobisme, mais tu sais, avec l'open mic, on dirait que c'est vraiment ouvert à tous les niveaux de l'humour. Tu sais. Tu vas avoir Louis-José Hood qui va passer là, mais aussi le gars qui arrive de on ne sait pas où. C'est son premier show. Tu sais, le record, je pense, c'est 88 ans, la personne la plus vieille qui a performé à l'open mic. Tu sais, il y a eu des belles histoires, là, des belles affaires. Ouais. Il parlait de quoi, lui? En fait, c'est fucking drôle. C'est une madame est montée avec sa marchette sur scène. Puis elle a dit j'ai peut-être 88 ans, mais je suis encore capable. Puis part, elle a fait la split. Ben Ouais, non. Je te jure. Le reste de son numéro était de la merde, mais ce moment-là était priceless. C'était-tu Non, intentionnel ou elle juste. Non, c'était voulu. C'était pas, juste tombé? Puis là, c'était pas un accident. Y a-tu un crack avant? Ou... Non, les hanches en plastique sont bonnes. Là. Le lendemain, elle est morte avec un sourire dans sa bouche. Peut-être. Sinon, tu as rédigé le dictionnaire des vedettes du Québec avec Antoine Desjardins-Cochon, pardon, je lis mes notes, et Charles-Alex Durand. Alors, c'est comment écrire un livre? Dude, il y a un sentiment d'imposteur par rapport à ça qui est immense. On était au Salon du Livre à Montréal, puis j'étais pas à l'aise. Tu es là, tu rencontres des auteurs qui ont vécu des affaires, qui ont des études là-dedans, puis tu sais, comme à un moment donné, on signe des autographes, tu as des séances d'autographes. Le gars à côté de moi, c'est le policier qui était le premier arrivé après les attentats de Québec à la mosquée. Fait que là, lui, c'est du monde qui vient acheter son livre, qui pleure, comme il y a quelqu'un que je connais qui était là, puis hey, bravo, puis là, je suis comme, voici ma joke sur Guillaume Lepage. Tu sais, c'est quelque chose de weird, mais en même temps, je me suis rendu compte que tout le monde se sent un peu imposteur dans tous les milieux. Là. Ça, on est tous des petits gars, des petites filles qui essaient de faire leur place dans ce monde et qui... C'est pour ça que je m'implique dans rien. Je fais juste... Je fais juste vaguer. Puis... Je vague, je parle mais t'es beau là-dedans. T'es bon là-dedans. Ben, avec ma barbe, surtout, je suis beau. Mm-hmm. Comme ça. Moi, c'est juste me créer dans n'importe quelle situation. J'avais des exemples sur mon cellulaire, parce que là, c'est sur Instagram. Lucie Laurier, comédienne qui s'assure de rester à 2 mètres de distance d'un prochain rôle à l'écran. On a vraiment du fun à écrire ça. Mais toi, Charles, en plus, j'attends le mien. Dans tous les roasts auxquels j'ai assisté ou participé, je pense que t'es comme le all-star d'un roast. Là, ça n'a aucun esti. J'adore les roasts, j'adore les bien cuits. En fait, j'adore être méchant parce que je suis gentil dans la vraie vie. Puis on dirait que c'est une soupape. Là. Fait que, j'aime bien ça. Les gags, c'est pas les... Tu sais, c'est... Comment dire? C'est pas une joke de gros, une joke de gay, une joke de... Ça va comme... On comprend que c'est pas la joke qu'on s'attend. Carquois, musique de film québécois triste qui se passe en hiver. Frankie, humoriste qui a le nom et le regard d'une poupée qui va t'égorger pendant ton sommeil. C'est vrai. C'est parfait. Allez suivre ça sur Instagram, là, si vous ne le faites pas déjà. Y a-tu du monde, Charles, parce que là, tu sais, vous autres, vous êtes là, puis vous regardez le Québec en entier, puis vous pouvez piger qui vous voulez. Y a-tu du monde que vous avez dit, pour peu importe la raison, on va peut-être pas s'attaquer à elle, pas nécessairement parce que c'est un Guillaume Lepage, là, mais... Les enfants,
les enfants stars, on voulait pas aller là-dedans. Puis les gens décédés, on l'a juste fait dans le livre, les gens décédés. OK. Supposons un genre de Yvon Deschamps, supposons que, tu sais, qui tout le Ben, il monde... est pas mort, Yvon, là. Non, je sais qu'il est pas mort. Mais je veux dire, il y a des genres d'intouchables, des gens que tout le monde aime, là, universellement, là, supposons. Ben, Yvon Deschamps, c'était le J du temple de... Tu sais, c'était quoi le gag, là? Mais on avait punché sur lui aussi. Là. Il y a pas... En fait, il n'y a pas d'intouchable si la joke est bien faite. Là. Ouais. Non, parfait. C'est une excellente réponse. On va y aller avec quelques questions du public. Alors, beaucoup de gens posent des questions de BMX. Tiens, tu me dis 2 secondes. J'ai une autre question par rapport au livre. Avez-vous des mauvaises réactions? Avez-vous eu des choses qui vous ont... Mais c'est ça que tout le monde nous pose comme question, autant sur le livre que le compte Instagram. C'est est-ce qu'il y a des vedettes qui étaient fâchées? Puis honnêtement, les seules mauvaises réactions qu'on avait, c'est du monde qui sont pas encore dedans, qui sont fâchés de pas être dans le compte. Tu sais, comme Julien, t'es fâché. Ouais, Herbie Moreau, t'es fâché. On a eu des plaintes de comme pourquoi vous me faites pas? Tu sais, puis là, j'ai nommé 2 exemples de personnes connues, mais des animateurs de radio B qu'on se calisse, on a eu quasiment des messages de tabarnak, tu sais. En avez-vous un sur Yellow Molo? On a fait Yellow Molo, je pense. Ah, OK, c'est bon. Moi, c'était la seule chose qui m'aurait fâché. OK, bon. Fait que les gens sont fâchés de ne pas être dedans. Beaucoup de questions sur le BMX. Alors, je vais toutes les poser en rafale. Danilo Warner demande s'il n'avait pas de blessure, retournerait-il faire une carrière en BMX? Alex Dage demande est-ce qu'il a commencé à faire du BMX à cause du jeu BMX XXX au PS2? Donovan Fortin demande est-ce qu'il a déjà pensé à faire du BMX? Alors, ouais. Alors c'est le segment BMX maintenant. OK, la première question, je l'ai mal compris. BMX, pardon. Oui. La première question, c'était s'il n'y a pas eu de blessure, retournerait-il en faire? Ma pire blessure, ça a été fracture de la mâchoire. Ben, c'est pas grave. Ah, si j'avais pas eu de blessure, j'avais continué? Ouais. Ah oui, c'est sûr. Si j'avais pas eu de blessure, j'aurais fait du BMX encore jusqu'à 50 ans sûrement. Là. C'est vraiment une question de... Tu sais, j'ai arrêté à cause que j'ai trop de commotion cérébrale. Puis là, ça, c'est comme... Tu sais, c'est la mort qui arrive après ça. Fait que j'ai un peu pas le choix d'arrêter. Puis, est-ce que j'ai commencé à cause du jeu au PlayStation 2? Non, j'ai commencé à cause de l'émission Les X-Games à RDS quand j'étais kid. Je pensais le film La gang des BMX. Avec Nicole Kidman, qui est un très bon film. Non, je l'ai vu par après. C'est qui le gars qui t'a fait OK, c'est ça que je veux faire du BMX? As-tu eu un moment qui a un déclic pour toi? Moi, j'ai vu... il y a eu 2 moments marquants. Il y a eu quand j'ai vu Dave Mira à la télé à RDS. Puis après ça, j'ai été suivre un cours de BMX au Taz, qui était dans le temps, au métro Berry-UQAM. Puis le gars qui donnait les cours, c'est devenu mon idole. Vraiment, il était vraiment bon, mais il était un bon modèle aussi. C'était une bonne personne, il était fin avec tout le monde. C'est devenu un modèle. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu 10 ans après, c'est moi qui avais sa job au nouveau Taz, de donner des cours à des kids. Fait que, et je suis encore en contact avec aujourd'hui. Là. Ah, c'est cool. Mais on peut avoir une carrière de BMX à 50 ans? Matt Hoffman doit être pas loin de 50 ans. Là. Ah ouais, OK. Et ce qui est vraiment weird dans le BMX, c'est que quelque chose qui est absurde, c'est que dans le BMX, tu avais 2 géants, Dave Mira et Matt Hoffman. Dave Mira, c'est le gars qui s'entraînait, qui allait au gym, qui faisait attention à sa nutrition, le gars clean, qui ne prenait pas de drogue. Tu as Matt Hoffman qui se calisse de tout, qui buvait, qui faisait le cave, qui faisait pas de physio après ses blessures. Matt Hoffman ride encore, puis Dave Mira s'est suicidé. Hein? Dave Mira s'est suicidé. Comment? Qu'est-ce qui... Ben, je sais pas. Lui, il a pris sa retraite au top de sa carrière. Okay. Il a fait comme « Hey, là, je suis le bord de plus être capable d'être dans les meilleurs, je vais arrêter. » Il est devenu genre triathlète, champion de bowling, il a fait du rallye en voiture. Puis il n'y a rien qui a réussi à compenser pour le BMX. Il a décidé de se remettre au BMX. Il a vu qu'il était plus bon. Puis ça a été Oh, shit! C'est une balle dans la tête dans son char. Bien ça! Ça fait peut-être 6-7 ans de ça. Ah ouais. Hey, mais j'ai une question. Mais il y a aussi, il paraît que les commotions cérébrales créent plus de chances de dépression, puis il y en a eu beaucoup lui aussi. Là. Fait que, dans le monde de la lutte, on ne viendra pas là-dessus. Ouais, ça, dans le monde de la lutte, c'est très commun.
J'en profite juste. Mathieu, on t'a perdu. Vas-y. J'en profite juste pour dire, ça me fait penser, j'ai écouté Dark Side of the Ring cette semaine, un truc de lutte justement, puis évidemment, il y a beaucoup d'histoires là, qui mènent à ça, la violence causée par les commotions cérébrales, mais s'il y en a qui s'intéressent, si vous n'êtes pas fan de lutte, mais vous voulez entendre des histoires, des bonnes histoires de lutte, Dark Side of the Ring, là, c'est toutes les histoires les plus sordides, là, puis là, la deuxième saison, tu sais, va dans Chris Benoit, des Jimmy Snuka qui ont assassiné du monde, Dino Bravo ici à Montréal qui s'est fait passer par la mafia avec 11 balles dans le corps. T'sais. C'est toutes les histoires deep là, d'enquête. C'est vraiment intéressant. Pour ceux qui aiment les podcasts un peu true crime. Puis il est sur toutes les plateformes, YouTube, il est aussi sur... Oui, je pense que ça se trouve assez facilement. Là. Moi, je le trouve sur mes petits sites spécialisés. Là, mais... Vous ne voulez pas connaître les miens. Miguel. Hey, j'ai une question, vas-y. Julien, tant qu'on est dans le BMX. C'est-tu, comment dire, la communauté du BMX, là, c'est-tu comme une gang de jackass ou... Parce que, tu sais, moi, je suis comme divisé en deux. Là. C'est-tu comme une gang de on fait des moves, c'est très technique, puis un peu comme tu parlais de Dave Mirra puis Matt Hoffman, ou c'est comme du vas-y, pète-toi à gueule, tombe sur la tête? Le BMX est tellement large que j'aime beaucoup la comparer à la communauté de l'humour. T'as des Dave Godet et t'as des Louis-José Hood. OK. J'adore les deux personnes, c'est pas. Mais t'as des gars qui sont straight, qui boivent pas, qui fument pas, qui vont au gym, qui suivent une alimentation stricte. Puis t'as des gars qui c'est rockstar, on s'en calisse. Puis et ce qui est drôle, c'est que les deux manières marchent pour devenir bon. Là. Ouais. OK. Ah oui. Ouais, c'est vrai que comme Maxime le mentionne, c'est pour nous la communauté skate, là, c'est très. C'est de là qu'il est né, parce que les vidéos de skate, ça a mené aux vidéos de Jackass. De Jackass. Puis... ouais, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire intéressant là-dessus, effectivement. Miguel Leplante demande comment ça s'est passé à Salut Bonjour au lendemain de Sous-Écoute. Je voyais double un peu, là. On a fait sous-écoute, puis ça a fini très tard et un peu crossette. Puis le lendemain matin, je devais être à Salut Bonjour pour parler du dictionnaire des vedettes, puis j'étais pas toute là. Ça, là, on parle de la fois avec Julien Tremblay. Ouais, la fois. Hey, man, pour vrai. Puis là, je veux pas trop rentrer là-dedans, là, mais c'était ton dernier sous-écoute? Ouais, c'est le dernier avec Julien Tremblay, là, c'est le meilleur. Je sais même pas si je l'ai tout écouté, mais c'est le meilleur premier 20 minutes ever de sous-écoute. J'ai hurlé de rire, man. C'était quelque chose. Vous l'écouterez, là. Oui, ben, c'est ça. Allez l'écouter. Allez l'écouter. C'est ça. C'est moins bon que des CDR. Pardon? C'est moins bon que des CDR. Ben non, évidemment. Bon, Renaud Roy demande qui est le meilleur et le pire businessman des proprios du bordel et quel est le plus haut montant atteint par le bar tab de Mike. Pardon, j'ai dit tout croche, là, mais... OK. Au plus, t'es pas obligé de répondre, là, mais bon. OK. Moi, il y a une affaire que j'ai appris en business, là, puis j'ai pas fini mes études là-dedans. Il n'y a rien de plus fun que de travailler avec des gens passionnés, parce que des gens passionnés, il y a quelque chose de contagieux dans la passion. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ouais. Puis ces gars-là, c'est tous des passionnés de stand-up, c'est tous des passionnés d'humour. Fait qu'ils vendent bien le bordel. Quand ils parlent d'humour, quand ils parlent de... Tu peux voir Laurent Paquin jaser d'un special sur Netflix comme un enfant de 5 ans qui jase de son nouveau jouet à Noël. N'importe quel... en fait... Tous les propriétaires du bordel sont des bons hommes d'affaires pour le bordel. Je leur confierais aucun autre projet que de l'humour, par contre. OK, ça répond à la question. D'accord. Puis la deuxième question, c'était... Le bar tab de Mike. OK, moi, il y a une affaire que j'étais full mal à l'aise. À main, le bar tab de Mike était trop gros. Vraiment énorme. Puis... tu sais, t'es supposé de faire de l'argent avec une business, c'est pas supposé de t'en coûter. Puis, pour moi, ça a été plus simple de dire aux gars « Hey, on va tous se donner des dividendes sur Mike. » Ah ouais. D'un certain montant. Comme ça, Mike sera pas obligé de payer pour être dans le bordel. Tu sais, il y avait quasiment un affaire là. Mais c'était compliqué parce que Mike, il paye la brosse à tout le monde à sous-écoute. Ouais. Fait que c'est pas juste son bar bill, c'était le bar bill de tout le monde. Mais il y a des humoristes qui ont joué au bordel. Puis quand tu joues au bordel, tu peux ne pas payer ton bill à la fin puis s'enlever sur ta paye du show. Puis il y a des humoristes que ça leur a coûté de l'argent à jouer au bordel souvent. Là. Ça vaut combien un pichet de White Russian, tu penses? Je sais pas. Ça va valoir 100$. Ben c'est... dans un bar, c'est à peu près 5-6$ l'once.
Fait que ça dépend combien de doses de vodka tu mets dans ton White Russian. Le lait, on va te l'offrir. Là. Ben, on m'a dit qu'il trichait un peu avec moi, là, parce qu'il voit que je suis chaud raide, là, fait qu'il mettait... il y avait de l'alcool, évidemment, je pense que ça paraît à l'écran, mais il y avait pas c'était pas proportionnel à un vrai White Russian, en réalité. On brise les mythes. En terminant, évidemment, on peut pas passer à côté de ton chapeau. Jason Byrne demande, où achètes-tu tes chapeaux? Moi, je suis un gros fan de Henri sur Sainte-Catherine. C'était con, c'est que quand j'étais jeune, je passais devant ce magasin-là qui est un chapelier old school qui existe depuis toujours. Puis j'avais toujours rêvé de m'acheter un chapeau là. Puis à un moment donné, je me rappelle plus c'était pourquoi, mais j'avais eu une bonne nouvelle dans ma vie, une bonne rentrée d'argent, un beau contrat. Puis j'ai fait, hey, fuck off, j'allais m'acheter un chapeau. Je m'en calisse que ça me coûte 200$. Je suis rentré, je fais, hey, ce chapeau-là, je l'aime. Il était 30$. J'étais déçu d'avoir attendu 30 ans pour rentrer là. Bon, quand tu te rends compte que ton rêve, finalement, Là, c'était 30$. c'est l'équivalent d'une pizza. Si ce commerce-là ne survit pas au COVID, ça me brise le cœur. C'est un chapelier, ça fait presque 100 ans. Et moi, Jean-Louis achète ses chapeaux. Puis, fun fact, tu sais l'expression « le taux du chapeau au hockey », ça vient de là. Quand un joueur du Canadien scorait 3 buts, il y avait un chapeau que Henri lui offrait. Ben voyons, ça vient de là. C'est malade. Ouais, puis l'expression est restée sans que le monde se rappelle que c'est vraiment parce qu'on te donnait un chapeau à l'époque. Ça, moi, tu me l'apprends, là. Et tu l'apprends à tous les auditeurs de Décideret. Merci, Charles, de t'être livré avec autant de confiance comme ça. C'est très apprécié. Où on te voit en show prochainement? Je sais pas, man. J'essaie d'écrire, pas date, je pose un statut Facebook par semaine. Là. Fait que, tu sais, ça va bien, là. Bon. Et sinon, ton livre se trouve dans toutes les bonnes librairies qui sont fermées. Alors, évidemment. Alors, suivez Charles quand même, évidemment, on l'adore. Merci beaucoup, Charles. On va continuer avec... tu restes là, pareil. Là. Oh, j'écoute vos chroniques, là, je suis content. On va continuer avec les chroniques Mathieu. Ah oui. OK, attends, donnez-moi 2 secondes, là. C'est correct, j'avoue que c'est un peu... on n'est pas structuré, Charles. Juge-nous pas, là. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Hey, la gang, je suis content de vous retrouver. Puis cette semaine, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai écrit une chronique. Je ne vais pas juste dire des choses dans le vide, là. J'ai écrit quelque chose, là, moi, là. Tu écrit un texte. Oui, non, c'est pas un petit texte. En fait, c'est que j'ai trouvé quelque chose de fort intéressant qui fait un lien avec une chronique que j'avais faite à nos débuts. Parce que là, on a posté, pour ceux qui n'ont pas encore entendu, on a posté un best-of. On commence à poster ça. Un de nos auditeurs, Félix, je pense, qui a... Francis, mais je ne le connais pas personnellement, mais il habite en France, puis il nous a écouté tous les épisodes 6 fois. Oui, il a décidé de nous faire un best-of par saison. Cette semaine, on a posté le best-of de la saison 1, donc l'année 2011 qui est à l'honneur. Puis en revisitant les vieux albums, ça m'a rappelé que j'ai déjà fait une chronique sur le bon Rasputin. Puis j'ai découvert des infos choc, des nouvelles informations à propos de Rasputin. Donc choc.ca. Choc.lol. Donc, tout le monde a déjà entendu le nom de Rasputin, ne serait-ce que dans la phrase que je viens de dire là. Certains le connaissent, entre autres, grâce à l'excellent podcast Les pires moments de l'histoire de notre bon ami Charles Beauchesne, à ne pas confondre avec Charles Deschamps. D'ailleurs, je me demandais combien de fois ça t'arrive Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire inviter, puis les gens pensaient que c'était Charles Beauchesne ou l'inverse? On a déjà été bookés les deux sur le même show à l'Abreuvoir dans le temps que c'était Adib qui animait, puis il y a eu une erreur là-dessus. Mais vous attendez juste un des deux? Oui, puis mais sinon, lui a déjà eu des messages de filles, puis moi des messages de gars bizarres. Non, c'est bon. Je voulais savoir ça. Bref, Yui en a parlé de Rasputin dans les pires moments de l'histoire. Si vous n'avez pas écouté ça, c'est super intéressant. Fait que, bref, le sujet a été quand même abordé. Fait que je ne referai pas une bête chronique sur l'homme qui a servi, conseillé, manipulé la famille des Romanov du tsar Nicolas II de Russie. Je vais me permettre d'aller beaucoup plus en profondeur. En fait, un Nicolas II? Oui, Nicolas II, imagine. Calice. Imagine, il y en a un autre qui s'en après le premier. Ouais. Je vais me permettre donc d'aller beaucoup plus en profondeur puis beaucoup plus en phase avec notre émission. Puis je vais vous parler du mythique pénis de Rasputin. Je suis tombé sur des informations choc à ce sujet-là cette semaine. Parce que si on parle de Rasputin, on peut littéralement pas passer à côté de sa verge, puisque le bon moine avait un bon moineau, puis c'est pas parce qu'il aimait le badminton, si vous voyez ce que je veux dire.
Puis si vous ne voyez pas ce que je veux dire, ben vous devez savoir que Raspoutine, il était réputé pour ses débauches légendaires où l'alcool, la cyprine et le sperme coulaient à grands flots. C'était même un des fondements de sa religion. Fait que Julien, si tu cherchais une petite religion, je pense qu'on pourrait commencer. Non, ça me manque un Mais peu. je pensais que la manière que tu débutais ta chronique, il y avait un petit pénis. Non, Je attends sais une pas, minute. c'était l'image que... Parce que tu vas voir, on raconte, la légende raconte qu'il était lui-même un amant incroyable puis qu'il avait un membre à la longueur des attentes, comme on dit. Ben voyons. Il y a une femme qui a même déjà affirmé s'être déjà évanouie après avoir eu des orgasmes trop intenses qui étaient offerts par le bon Grigori, que j'ai rebaptisé Grigori Verge-Gorgé. Je trouve ça beau. Ah! Oui. C'est donc normal qu'après sa mort, un bête assassinat où Grigo a été empoisonné, battu violemment, tiré 3 fois à bout portant, dont une fois dans le milieu de la tête, puis lancé dans les eaux glacées de la Neva, où il s'est finalement noyé parce que non, il n'était pas mort après tout ce que je vous ai énuméré avant ça. C'est donc normal que plusieurs légendes entourant la conservation de son pénis soient apparues. Donc, le premier objet étant prétendument le phallus en question, c'est finalement avéré être un gros concombre de mer. Pour les amateurs de faune aquatique, si vous ne savez pas c'est quoi un concombre de mer, je vous Attends, Mathieu, les gens pensaient qu'il avait trouvé son pénis, mais c'était un concombre de mer? Oui, ben il y a des gens qui disaient, qui affirmaient qu'il avait trouvé son pénis, OK. mais après plus de recherches, ils ont découvert que c'était juste un concombre de mer. Ben voyons. Ça, c'est un exemple un peu moins réussi. Le deuxième exemple, qui est un peu plus crédible, se trouve encore actuellement au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une maillotche de 12 pouces marinée dans le formol qui appartient au docteur Igor Kniaskin, qui lui assure qu'il s'agit bel et bien du petit sorcier de Raspoutine, puis qui aurait même des propriétés magiques. 12 pouces, pas bandé? Ouais. Ouais, attends une minute. Là, Wow. c'est pas que Ça se peut pas, là. on dit que le pénis... Bandé, c'est 20 pouces? Tu sais, là. Mais le record mondial, je pense, c'est comme 30 pouces bandé. Fait que, il n'y a rien d'impossible. Là. À 12, on est encore loin du compte. Là. Fait que les gens pensaient que le pénis avait des propriétés magiques et qu'on pouvait guérir son impuissance juste en regardant le pénis. C'est pour ça, d'ailleurs, à la base, qu'il a été conservé. Mais ce pénis-là, qui est au musée à Saint-Pétersbourg, est-ce que c'est véritablement la bite sacrée du vieux gourou Raspoutine? Bien, pour vous faire votre propre opinion, je vais vous raconter le récit du zizi, OK? Dans les années 20, après la mort de Raspoutine, qui est mort en 1917, je pense, son engin a fait l'objet d'un véritable culte. On dit que la fille de Raspoutine, Maria, a découvert à l'époque un culte de femmes qui était situé à Paris et qui vénérait le divin Gourdin, croyant qu'il possédait le pouvoir de donner la fertilité. Puis, il faisait des cérémonies où il remettait des bouts de pénis à ceux qui en avaient besoin. Mais non, ça se peut pas, ça. Des inconnus et des mendiants. Pas ça. C'est impossible, là. Il y a beaucoup d'infos qui se recoupent là-dedans. Selon le docteur Douglas Smith, un gars qui a écrit l'ouvrage qui s'appelle Rasputin, Fate, Power and the Twilight of the Romanovs, le zébulon graisseux, comme dirait Marielle, la mère de Maxime, le zébulon graisseux se serait retrouvé à Paris après que le prince Félix Youssoupov, ça c'est lui qui a fait assassiner Raspoutine, il aurait fait couper son pénis. Et puis finalement, le pénis a été volé et récupéré et préservé par un servant du prince Youssoupov qui était secrètement un admirateur de Raspoutine. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vénéraient Raspoutine, mais quand sa popularité déclinait, tu ne pouvais plus trop dire que tu vénérais Raspoutine. Fait qu'on dit que c'est un servant du gars qui l'a fait assassiner, qui a chopé le pénis, puis qui l'a conservé. Le caché où? Ben, c'est ça qu'on veut savoir. Peu de temps après ça, l'organe se serait donc retrouvé à Paris après que les gens qui vénéraient Raspoutine se soient un peu éparpillés à travers toute l'Europe. Mais le pénis se serait retrouvé à Paris où les quelques personnes qui le protégeaient l'auraient conservé dans une glacière, là, un icebox, ce qui était les frigidaires de l'époque. Et puis, il le sortait uniquement pour les rituels dont je vous parlais plus haut, pour en donner des petits morceaux. C'est finalement, après tout ce périple, le docteur Kniaskin qui l'a acheté d'un antiquaire parisien au début de l'année 2000 pour la petite somme de 8 000 $. Attends un peu, 2000? Oui. Donc, 83 ans plus tard, après la mort, le pénis dans le formol aurait été acheté. Et selon le docteur en question, celui qui a acheté, lui, son histoire donne un petit peu plus de détails parce qu'il dit que le gros morceau de chair grise, un petit shout-out à Massy d'ailleurs, le gros morceau de chair grise et difforme aurait été récupéré, comme on le savait déjà, par Maria, la fille de Raspoutine, et qu'elle s'en serait départie dans les années 70 parce qu'elle manquait d'argent.
après la fin là, des régimes des tsars et tout ça, mais la famille des Romanov a comme crashé. Puis on dit que dans les années 70, elle manquait d'argent et sachant que le pénis était populaire, elle l'aurait vendu pour finalement qu'il se retrouve chez les antiquaires qui, eux, l'ont vendu au docteur Kniastine. Par contre, selon des documents de 1917 qui relatent le travail du docteur Dimitri Kozorotov, c'est lui qui a fait l'autopsie du corps mutilé de Grigori, la belle aubergine de Raspoutine était intacte au moment de l'autopsie, ce qui contredirait la version où le prince Félix lui aurait fait trancher le zizi tout de suite après l'avoir assassiné. Fait que là, les histoires se contredisent un peu. Par contre, moi, ce que je rajoute, c'est que si c'est bel et bien une verge magique, ce serait pas possible peut-être que ça ait repoussé pendant que le corps était au fond des eaux glacées de la petite Neva. Il n'y a aucun pénis qui grandit dans l'eau glacée, ça Ouais. je confirme. Impossible. Lui, c'est parce que c'est un pénis magique. Fait que peut-être que si tu le tranches un peu, il peut repousser par après. Hey. Moi, je fais juste poser la question. Dans l'eau chaude, peut-être, pas l'eau glacée. Ah, c'est très intéressant comme théorie. Je vous pose la question, puis je vous laisse sur une photo percutante dans laquelle serait contenu le pénis en question. Alors, je vous partage l'écran. Oh non. Est-ce que vous l'avez? Oh, ben non, mais c'est pas. Ben non, c'est pas. Ben non, c'est pas un pénis d'humain, Ah, ça. Ce serait ça, les amis. Ben non, ça, c'est Mais un non, pénis c'est pas. Ben, c'est un pénis d'hippopotame, là, ou de je sais pas quoi, là. Regarde le petit gland. Ouais, mais moi, c'est la base qui me fait peur. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais là, c'est des années de formol, de pourriture. Puis si moi, on voit les poils pubiens. Ouais. Si Non, vous- non, mais. que je zoome, là. Non, on peut pas mettre des photos de pénis, là. Ben, c'est peut-être pas un pénis non plus, là. Ouais, je comprends. Arrête, Julien. Fait que voilà. On Moi, dirait un petit mognon. c'est un 12 pouces bien Calvaire! conservé. Ça n'a pas l'air d'un pénis, je dois avouer. Ça a l'air d'une patate, là. Ah, mais t'as jamais vu ça, un pénis de 1917? J'ai jamais vu Non. un pénis de 1917, non. Ça a pas de... Ben, j'ai-tu vu ça? Calvaire. Il y a un film... J'ai vu un film, ça s'appelle Folerie et Folichon, je sais pas, j'ai trouvé le bon titre, là. Ouais, c'est Ils ont c'est fait un ça le film. titre. Non, C'était mais pas c'est- Big Tits. Non, c'est vraiment intéressant pour vrai. Ils ont retrouvé des films pornographiques maison faits dans les années au début du siècle. Ils ont regroupé ça dans un film d'une heure et demie, supposons. C'est super hard, parce que supposons, on a peut-être la notion que, vu qu'on a grandi avec la porn et tout ça, ben, que les gens ont les limites sont plus repoussées. Ou, ben, tu vois, genre, je sais pas, un chien qui lèche les gosses d'un gars, ou des affaires de même. En noir et blanc. En noir et blanc, Ah, au mon Dieu. début du siècle. J'essaie de En noir et retrouver blanc. le titre exact. C'est quelque chose des folichons. C'est un film français. C'est fascinant pour les amateurs de porn du début du siècle. Alors, on pourrait se faire un petit visionnage de ça sur du Tortura. Oui, ben, je pense pas qu'on ait le droit de faire ça, mais oui, on devrait, effectivement. Ben, merci beaucoup, Mathieu, le pénis de Rasputin n'a plus de secret pour nous. Plaisir. Merci Calvaire. beaucoup. Maxime, est-ce qu'on a des commentaires, peut-être? Plus que ça Ben, ou non? on nous dit qu'on est une belle gang. OK, bon, ben, tant mieux. Alors, on va continuer avec la... Ben oui, Bon. confirmé. On va continuer avec la chronique à Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, j'ai mon thème. C'est la chronique à Maxos. OK, parfait. Alors, hier, avant mon grand party gay, avant de perdre la boule, j'étais avec ma copine, on était sur le divan, puis on a commencé à se faire un... Des fois, on fait ça, là, chacun met une vidéo YouTube, puis on se promène, puis on atterrira où on atterrira. Fait on était un peu sous-marinés aussi, là. Fait qu'on a commencé en écoutant la 4e dimension de Roger Normandin, qui est Un classique. Puis là, on a écouté 2 minutes, puis là, on n'était pas tant dans ce mood-là. Fait que Sarah pogne la manette, puis je sais pas pourquoi, elle a mis Carmina. Il y a le film Carmina sur YouTube qui est là au complet. Puis là, j'ai dit, ben, pourquoi on n'écouterait pas Carmina? Tu sais, sont assez rares dans la vie, là, les moments où tu T'écoutes Carmina. Carmina. Fait que j'ai dit, hey, En sacrément, oui. ouais, c'est ça. J'ai dit, pourquoi ce serait pas là qu'on l'écoute? Fait qu'on a écouté Carmina, et honnêtement, on dirait que le souvenir que j'en gardais, c'était très, pas négatif, mais très, très neutre. Là, tu sais, genre de j'ai pas ri, ben bon. C'est bon, Carmina 1. C'est Carmina 2 qui était rough. Ben c'est ça, pour vrai, on l'a écouté, puis j'ai trouvé ça meilleur que je pensais.
Et même, tu sais, aujourd'hui, il y a bien des comédies québécoises qui sortent où tu sens que personne a l'air investi dans le film, ou on prend pas le film au sérieux. Puis là-dedans, ben, il faut donner que les comédiens jouent super bien. Tu sens qu'ils ont été bien dirigés. Tu sens qu'il y a une retenue, qu'ils en font pas trop, qu'ils suivent quand même un scénario. Fait qu'honnêtement, j'ai passé un super bon moment en écoutant Carmina, bien malgré moi. T'as vu le Et film? aujourd'hui, je pense... Pardon? À ta minute. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite chronique sur Carmina, en fait, un petit résumé du film, et j'ai fait mon top 10 des meilleurs moments, et on va finir avec ça. Alors, je me lance. Alors, sorti en 1996, Carmina a été réalisé par Gabriel Pelletier, à qui on devait, entre autres, le clip de Amer America de Luc de la Rochelière. Plus tard, Gabriel Pelletier nous livrerait Ma tante Aline. Avez-vous vu ça, Ma tante Aline? Ma tante Aline, il y a la scène de Béatrice Picard qui fait du rap à la fin qui est assez gênante. Ah, je l'ai pas vu ça. Bon, OK. Là, c'est là où ça va être plus tricky, mon affaire, parce que pour faire le résumé, j'ai des petites... J'ai pensé à tout, là. Oh. Alors, je vous fais un petit résumé du film. Comme ça, on va tous partir avec la même base. Puis là, je vous le dis, là, je vais spoiler un petit peu, mais c'est Carmina. Je pense que c'est correct de spoiler. Je pense qu'on va être correct. Alors, Carmina est une jeune vampire de Transylvanie, château, etc., grande robe, grands cheveux, crocs de vampire. Et sa vie se passe là-bas bien tranquille en tant que vampire de Transylvanie. Malheureusement, ses parents... Oups, ça marche-tu, mon affaire? Malheureusement, ses parents, voilà, interprétés par, je crois que c'est Sylvie Potvin, ça? Oui. C'est-tu elle? Puis le monsieur, lui, son nom m'échappe, là, mais on le voyait bien. Pas Raymond Legault? Oui, je pense que c'est ça. Ouais, Le père à Émile. Le père à Émile. Non. C'est ça, Raymond Legault? Non, c'est Cloutier. Raymond Cloutier. Ouais, je pense que tu as raison. Le père de Émile Proulx-Cloutier. Voilà. Bon, donc malheureusement, ses parents ont organisé un mariage forcé entre Carmina et Vlad. Là, ma photo est petite, là, vous m'excuserez, c'est tout ce qu'il y avait sur Google. Donc, avec Vlad, interprété par Yves Pépeltier. Carmina fugue donc pour venir retrouver sa tante France Castel, qui habite à Montréal. Et à la grande surprise de Carmina, France Castel ne semble plus être une vampire. France Castel initie donc Carmina à sa potion magique qui permet aux vampires de temporairement redevenir humains. La cocaïne. Et elle découvre que être humain, c'est vivre pleinement. C'est ressentir la joie, c'est ressentir la tristesse, c'est ressentir la douleur, chose que Carmina n'avait jamais ressentie. Et surtout... Il n'est pas vampire, mais en tout cas... Pardon? Continue. Et surtout, c'est ressentir l'amour. C'est alors que Carmina tombe amoureuse de Robert Brouillette. Son pénis. Mais malheureusement, elle doit toujours se sauver. À chaque fois qu'ils se rencontrent, il faut qu'elle se sauve parce que sa potion ne fait plus effet puis qu'elle redevienne vampire puis qu'elle a honte de ce qu'elle est. Entre-temps, Vlad, Yves Pépeltier, arrive à Montréal et transforme Gildor Roy en vampire. S'ensuit une course folle à travers les rues de Montréal. Bon, fait que là, on a comme le tableau de ce que c'est le film. Maintenant, on rentre dans mon top 10 des meilleurs moments de Carmina. C'est là que je voulais en venir depuis tantôt, là. Alors, numéro 10, la célèbre réplique « J'aime les chars pis le baseball ». Écoutez, c'est que France Castel, elle dirige une espèce d'agence de rencontre où les gens voient des vidéos en VHS. Et il y a cette réplique-là qui est, je crois, la réplique qui est restée dans l'imaginaire de « J'aime les chars ». Ça a marqué l'imaginaire, je crois, oui. Vladon chier, puis ça. Ouais. Honnêtement, ça me fait pas tant rire. En fait, ça me fait pas rire, mais quand je l'ai entendu, j'étais content. C'est une autre forme de satisfaction. C'est ça. Fait que, numéro 10. En numéro 9... je pensais que tu allais peser play, je suis déçu. Ah oui. Ah non, il y en a que j'ai l'extrait, mais il y en a que j'ai juste la photo parce que, tu sais, en tout cas... Je comprends. Je vais aller l'écouter ensemble. En numéro 9, c'est le voisin de Gildor Roy. Donc, Gildor Roy, il revient avec Vlad, et le voisin qui arrive et qui pète sa coche, c'est l'humoriste André Gauthier. Ben oui. Qu'on n'a comme jamais revu. Là. Lui, dans le temps, il y avait un personnage qui était... Je me souviens plus de son nom, là, mais il faisait... Il y avait vous sentez une chanson. Qui il était chroniqueur à Fun Noir aussi. Ah oui? Ouais. En tout cas, moi, André Gauthier, je l'ai toujours comme aimé, puis à un moment donné, pouf, on le voit plus. Il n'existe plus. Pouf! Il disparaît comme un vampire. Ce qui est cool, c'est que là-dedans, André Gauthier, genre, il fait le voisin qui vient péter une coche, puis pour vrai, il est vraiment bon. T'sais, il est super investi, il a pas l'air de faire semblant d'être choqué, il a l'air en tabarnak, puis je suis comme, man, il est bon comédien dans mesure de ce qu'il fait, là, tu sais. Numéro 8, la femme de Gildor Roy, qui est interprétée par Diane Lavallée, Thérèse dans Petite Vie, là, pour ceux qui replacent. Le cast, il est solide, là.
Oui, pour vrai, Mais, hein? elle est crissement drôle là-dedans. Ça m'a tellement fait rire. Elle joue. C'est ça, tantôt, je disais que les acteurs, ils ont eu l'air d'être bien dirigés parce que, tu sais, ce serait facile d'en faire trop. Tu sais, elle est là devant son mari, Gilda Roy, puis Vlad qui bouffe un humain, puis plutôt que de comme cabotiner, puis elle est comme, c'est tout en retenue. C'est juste des regards, les yeux qui vont d'un côté, puis elle est vraiment crissement drôle, puis ça sort super bien son affaire. Fait que, tu vois, numéro 8, j'ai été épaté par le jeu de Diane Lavallée. Ah, bravo, Diane. Numéro 7, j'ai un extrait pour celui-ci. Ça s'en va au speech de Carmina, qui elle vient de se faire crisser là, si tu veux. Ben, pas de se faire crisser là. Elle vient de surprendre Robert Brouillette en train de coucher avec France Castel. Et elle fait un speech sur l'amour, sur la douleur de l'amour. Et ça, j'ai été ému. Alors, numéro 7, on l'écoute. Carmina, écoute-moi. T'écouter. Moi, je ne le fais que t'écouter. Viens, tu verras, les humains se sont nus. Viens, venez les vampires. Viens, l'amour. Carminouchka, t'es tombée en amour. Si je suis tombée, c'est quelqu'un m'a poussée. Mais c'est parce que tu es en amour que tu réagis comme ça. La souffrance, la terreur, l'horreur. Voilà ce que l'engendre ton amour. Oh, Carminouchka. Non, tu me prends pour une niaiseuse. Ce n'est pas l'amour des humains qui te fait boire la potion. C'est la peur du vampire dans toi. Oh, mais... Et voilà, le speech de l'amour Fait que d'Isabelle là, Cyr. On associe les vampires à l'horreur, qu'en réalité, le véritable horreur, c'est aimer, c'est ressentir, c'est avoir peur. Je pense que tu as tout juste, Julien. Je pense que tu as Merci. compris, Merci. Carmina. Numéro 6, Alexis Martin, qui est aussi dans Dans tous les dans films. les vidéos VHS de présentation. Et il y a sa réplique préférée qui est, à mon avis, mon sport favori, les échecs. Ça m'a crissement Ça fait aussi. rire. Ça a marqué les esprits, ces bouts-là. Ouais. Ouais, là, on tombe dans le top 5, c'est le bout, les meilleurs bouts. Là. Numéro 5, Jasmin Roy, dans le rôle d'un intimidateur skinhead. Wow! Quelle ironie! Ouais, puis il est même raciste parce qu'il intimide Isabelle Cyr, il intimide Carmina. Puis quand il entend son accent, il dit de crisser son camp dans son pays puis qu'on veut pas de même, de monde de même au Québec. OK, on est loin. Numéro 4, le personnage de Pierre Chagnon, qui est encore une fois un gars de l'agence de rencontre. Lui, il arrive, il est très séducteur, là, il est très... Où es-tu, mon amour? Et On dirait Régent de Terrebonne. Ouais, c'est vrai. Puis ce qui est drôle, c'est que Pierre Chagnon, je pense que c'est ça, c'est un acteur très dramatique. Et là, ce qui arrive dans Carmina, c'est que Carmina se rend chez lui parce qu'elle pense qu'elle a enfin rencontré l'amour. Et là, il commence comme à se pogner, il se minouche. On voit même la main de Pierre Chagnon qui s'en va dans l'entrejambe de Carmina. Là. C'est assez... ça va assez loin quand même. Et ils sont dans le lit, Carmina descend, on comprend qu'elle commence à le sucer. Yeah. Et là, on comprend qu'elle vient de se transformer, fait qu'elle y arrache le pénis. Yeah. Elle y dévore le pénis. Puis j'étais comme, man, ça va... Est-ce qu'elle le met dans le formol après? D'après moi, oui. Puis tu sais, d'après moi, s'il y avait Carmina 2020, mettons, là, qu'on faisait une nouvelle version de Carmina, je suis pas sûr que ça irait à « je suis en train de le sucer puis j'y arrache la queue ». J'ai l'impression que ça passerait, on passerait à côté de ça. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film québécois où on m'arrache un pénis. Ouais. Maintenant, numéro 3, c'est une autre, je vais montrer l'extrait. C'est une scène où Vlad et Gilda Roy, ils s'en vont dans un bar country. Et là, évidemment, c'est du Gilda Roy qui joue en arrière. Vlad s'en va danser, c'est très drôle. Yves Pelletier joue bien. Et là, ils reviennent au bar et il arrive ce bout-là que je me souvenais pas et qui m'a vraiment fait rire. Allô? Moi, c'est Denis. Vlad. Linda. Vlad, Linda. Oh, un ben beau sou, toi et mon minou. Oh, mon Dieu, c'est Brad Pitt! Qu'est-ce que vous allez voir?
Hey Max, Oui. on est-tu supposé d'avoir l'image? Oui. Parce que tu partages pas le bon écran, là. Tu partages ton... Audio seulement. Ah, moi, j'avais présumé qu'on avait juste l'audio. Ah, ben non, il y a l'image. Ah, Ah, bon, ben, ben, c'est c'est pas dommage. grave, il est trop tard. Ben, gars, on le refera pas, là. Mais ouais, non, vous êtes supposé avoir l'écran, là. Je comprends pas. Ben, moi, Bon. moi, je faisais le film dans ma tête. Bon, ben, OK. Mais en tout cas, ben, je suis déçu d'abord. Ben, OK, il y a l'image. Ben, en gros, c'est un genre de cowboy, puis il dit oh mon Dieu, c'est Brad Pitt! Ça m'a bien fait rire, je m'attendais pas à ça. OK, hey, on tombe au numéro. Mais là, il n'y a pas des photos depuis tantôt que vous voyez? On a vu les photos, mais c'est parce que je pense que c'est pas le même écran. Je pense que tu peux le remettre sur ton navigateur. Ah, OK. Puis là, les voyez-vous, mes photos? Là, on voit tes photos, ouais. OK, bon, ben, au moins. Numéro 2, Gildor Roy. Gildor Roy, en général, là, Christ qui est drôle, Gildor Roy. Pour vrai, je me souvenais pas qu'il y avait un timing comique de même. Là. Il vole le show du début à la fin. Puis, tu sais, il est entouré de grands comédiens, là, mais il vole le show, il est drôle. Puis il y a le bout où ils font le souper chez Gildor Roy, puis il arrive, puis il joue son fils, qui est ce qu'on voit en ce moment. Là. J'étais comme, man, c'est donc ben drôle. Puis tu sais, c'est comme un ado, mais plus, là. Il y a comme plus de demi-mesure dans son interprétation de l'ado. Puis c'est là qu'il sort la fameuse réplique « Hey Vlad, Vladon chier ». Puis j'ai été vraiment surpris par le talent comique de Gildor Roy. Tu sais, je savais qu'il était drôle, mais là, c'était... J'ai réécouté Les Invincibles là, sur tout.tv cette semaine, puis j'avais oublié que Gildor Roy joue le meilleur ami de Gene Ah oui, c'est Simmons, vrai, il fait Ace. qui est joué par Pierre Curzi. Il joue son meilleur ami, au début, tu penses que c'est lui qui est ressuscité, puis tout, là. Puis, même chose, là, tu sais, je me rappelais plus à quel point ce gars-là est drôle. Puis, en plus, dans Les Invincibles, tu sais, il sait qu'ils l'ont choisi lui parce que c'est drôle de voir Gildor Roy puis Pierre Curzi déguisés en Gene Simmons. Fait qu'il y a comme un niveau de jeu où est-ce que t'as Gildor Roy à l'intérieur de son personnage qui sait en esti que c'est épais ce qui est en train de se passer là, mais son personnage fonctionne pareil, tu sais. Mais il y a tout un petit sourire en coin. Je pense que c'est la même chose dans son personnage d'ado, tu sais. Il sait que ça n'a pas rapport qu'il joue un ado, là. Tu sais. Je pense que c'est ça. Niaiseux. Et mon numéro 1. T'avais-tu de quoi à dire, Julien? Non, ça va. Qui ça? OK, rien. Laisse faire, je pensais que tu avais parlé. Non. Numéro 1, je pouvais pas passer à côté. C'est un souvenir d'enfance parce que Carmina, là, pour vrai, je ne l'ai pas réécouté pendant comme 20 ans, mais il y a un souvenir que j'ai toujours gardé. Puis je me souviens, la première fois que j'ai écouté Carmina, j'étais tout jeune et il y a une scène où on voit le pénis de Robert Brouillette. Oui. Comme je disais tantôt, Carmina le surprend en train de coucher avec France Castel. Carmina sauve, Robert Brouillette court après elle avec une couverte, il trébuche et là, quand il se relève, on y voit vraiment le pénis d'aplomb. Pour aucune raison. Là. C'est très court aussi, hein? C'est comme 2 secondes. Ça dure 0.5 secondes. Là. J'ai eu de la misère à faire pause. Là, vous avez le minutage. Là. Fait que si vous voulez le retrouver, là, vous irez le voir, c'est sur YouTube. Pour la version, écoute la version audio, là, c'est à 1h18 minutes et 5 secondes. Exact. Voilà. J'ai de la misère à comprendre comment, au montage, parce qu'on s'entend, ils ont dû refaire cette scène-là comme 10 fois, pourquoi ils ont dit hey, on va garder celle où ils replacent la couverte puis qu'on y voit la graine. Ouais, on dirait au Québec, on est comme vraiment chill avec se montrer à graine, là, tu sais, dans J'en suis. Ben, toi, Julien, t'es vraiment chill avec te montrer ouais, non, ben moi, oui, puis j'habite au Québec. Fait que... OK, c'est vrai. Ben oui, je le suis, c'est vrai. Ça me dérange pas. Mais tu sais, dans un film américain, clairement, on n'aurait pas vu sa graine. Là. Ben, ils ont commencé à mettre des pénis là, dans les dernières années. J'écoutais les dernières séries de Danny McBride. Là. Le Righteous Gemstones, c'est une série où est-ce qu'en tout cas, ils jouent des preachers là, qui sont des méga preachers dans des méga églises. Puis il y a vraiment beaucoup de graines dans l'humour. Je pense que dans l'humour américain, genre à la Seth Rogen, Danny McBride et compagnie, je pense qu'il y a eu une couple de pénis dans les dernières années. Puis ça me semble que ça s'intensifie dans les années. Mais ça, c'est des pénis, supposons, je n'ai pas vu les exemples que tu nommes, mais ça doit être comme, c'est voulu, puis on les voit longtemps, puis c'est drôle, c'est partie du gag. Là, c'est genre, ça dure 1 seconde, ça aurait été super facile de faire la scène sans qu'il monte sa graine, puis il monte sa graine pareil. Ouais. C'est comme ça qui me dépasse un peu. Il y a ça dans Le Déclin, il y a ça dans J'en suis, il y a ça dans plein de films, which is cool. On est à l'aise avec notre corps au Québec, tant mieux. Ce qui est malade, c'est que juste avant ce bout-là là, où, que j'ai pogné, tu sais, c'est qu'il trébuche avec sa couverte. Il s'enfarge dans sa couverte puis il trébuche.
Puis quand il trébuche, c'est comme l'angle, il y a comme les deux jambes qui s'écartent, puis tu y vois vraiment comme l'entrejambe, tu vois comme l'arrêt, la poche. Puis tu fais, mais il n'y a rien de ça qui est utile. Tu sais, me semble, imagine Robert Brouillette, là, qui est à la première du film, puis là, cette scène-là arrive, puis il fait comme... Puis là, il est comme, « Hey, tabarnak, man, la gang, esti, là, qu'est-ce que vous avez fait là, tu sais? » Puis là, genre 25 ans plus tard, on est là, puis on parle de son pénis, tu sais. On est probablement les seuls, là, mais... Non. Mais quand même. Ben, il va en avoir plus après. Voilà, ben c'était mon top 10 des meilleurs moments de Carmina, puis je vous le recommande quand même pour vrai. Ouais, non, mais tu l'as bien rendu. Oh mon Dieu, j'ai écouté la scène. Ben oui. Non, tu vois, on peut pas la montrer. Bon, voilà, c'est gratuit, là, c'est parfait. Information complémentaire, vous demandez probablement combien ils ont fait au box-office. Ben oui. Carmina 1 a fait 300 000 ce qui n'est pas vraiment un succès, en fait, mais c'est devenu un succès culte. Et c'est un peu comme Austin Powers, des films qui ont connu leur véritable vie après la vie au cinéma. Et c'est ça qui a mené, est-ce qu'il y a un 2, qui a fait seulement 1,1 million. Vous me direz, c'est 3 fois plus que le premier, mais les attentes étaient plus élevées. Là. C'était comme c'était un Elvis Gratton 2. Il fallait que ça fallait que ça soit. Fait que, malheureusement, je pense pas qu'il y ait un Carmina 3. Aussi intéressant, le film s'appelle Carmina, puis Carmina est assez présente dans le premier, mais dans le deuxième, est un personnage secondaire. Eh ben. Maxime Vantet, Gilda Roy et Yves Pelletier, ben, c'est eux les vedettes du 2, essentiellement. La famille Niquette, on n'est pas, tu sais, il y a 4 enfants chez nous, fait que c'est rare qu'on est allé au cinéma tout le monde en même temps. On est allé, j'étais souvent individuellement avec chacun des membres de ma famille, mais je me rappelle qu'une fois, on était en voyage à Québec, puis une des rares fois où on était toute la famille ensemble pour aller au cinéma, c'est pour aller voir Carmina 2. Puis, tu sais, quand t'es jeune, mettons, moi, ça m'a pris du temps avant de catcher qu'un film, ça pouvait être pas bon, tu sais, parce que ça existe, parce que c'est bon, tu sais, comme n'importe quoi. Puis je me souviens que c'est la première fois, je pense que ça a été le constat dans la famille pour plusieurs personnes en même temps que « Ah, Chris, ça se peut aller... » Ça peut être un mauvais moment au cinéma. Un mauvais moment de famille au cinéma, ça se peut. Puis, avec Julien Poulain, puis... Oui, il y a une usine de sauce à poutine. Oui, puis ça passe pas bien, là. C'est pas bien réussi. Ouais, non. Hey, il y a quelqu'un en commentaire, Jérémy Bergeron, qui dit... On voit, en tout cas, il dit en gros qu'on voit le pénis de Bruce Willis dans Pulp Fiction. Mais ça me dit rien. Ça me dit rien. Pulp Fiction, le Bruce Willis, c'est juste... Il fait le boxeur. Ouais, c'est ça, mais c'est juste un segment de 20 minutes, là, genre, disons. Non, on voit pas son pénis. Ben, à un moment donné, soit quand il se change après son match de boxe ou quand il vient de je pense, coucher avec sa copine. Mais il me semble qu'on ne voit pas son pénis, mais je m'en souviendrai. Ouais, je m'en souviendrai aussi, j'imagine. Ben, on va googler la question, on va faire nos recherches, puis on revient avec la réponse une prochaine. La recherche étant googler pénis Bruce Willis, Pulp Fiction. Ouais, je viens de googler ça. Il y a effectivement une scène dans Pulp Fiction où il est shirtless et qu'on y voit un peu le pénis. Hein? Un peu le pénis? OK. D'accord. Un peu le pénis. Bon. Si vous avez d'autres exemples de films dans lesquels on voit des pénis, vous pouvez nous envoyer des liens, évidemment. En tout cas. Non, ben... voilà. C'était Décidérez. Ben, merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci Maxime. Et merci Charles. Alors, c'était un plaisir, les gars. Malgré le confinement, on peut se procurer ton livre en ligne, je présume? Oui, je pense. Faites ça, là. Faites ça. Gros ping-pong tantôt. Bye bye! Salut les amis, à bientôt. Bye, bye. Ciao.